félicitations, parce qu'on on démarre à 15 heures, et à 15 heures, la salle est pleine, tout le monde est là. C'est formidable. Mais on m'a soufflé que c'était peut-être un petit peu la météo qui vous a fait rentrer. Vous mettez pas, ouais, mettez-vous au milieu. Voilà. Voilà, bon, vous serez à l'abri et au chaud de toute façon, et vous allez passer une très bonne heure. Donc, Sandrine Boucher est journaliste de métier. Elle a évolué un petit peu dans son travail, et elle a atterri, si on peut dire, dans le jardin de Terre Vivante, pour ceux qui connaissent les éditions Terre Vivante à Mainz, en Isère. Et elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage qui s'appelle, comme la conférence, Je ne jardine que le week-end. Et tout ça, ce sont des trucs astuces pour que vous ne passiez pas tout votre temps au jardin et que vous ayez quand même quelque chose au niveau cadre de vie et au niveau production. Donc je ne vais pas m'étaler beaucoup plus, simplement tous des bons conseils. Et bien sûr que Sandrine Boucher n'est pas seule, il y a Alban aussi, et c'est un jardin à deux, je crois. Tout à fait. Et en principe, les jardins à deux sont très très bien, parce que entre l'homme et la femme, il y a toujours des prérogatives l'une et l'autre. Il y a beaucoup de discussions, en principe, ça doit être pareil pour vous. Plus pour la vaisselle. Ah d'accord. On ne parlera pas de vaisselle, nettoyage des outils peut-être. Voilà, on y viendra. Donc je vous laisse, et je vous laisse en de très bonnes mains, et je vous souhaite une très bonne heure. En principe, trois gros quarts d'heure d'intervention, de façon à vous laisser un quart d'heure pour poser les questions, et il y aura un micro qui se balade, qui va être pris par Marie-Jo, là-bas au fond. Et bonne séance en tout cas, et merci en tout cas d'être venu nous voir. Et il ne faut pas oublier que Sandrine Boucher est co-auteur d'une bande dessinée qui s'appelle La folle histoire des plantes, avec Mathieu Ferrand, le dessinateur. Et c'est une BD sympathique, drôle, marrante, pour expliquer tous les phénomènes biologiques des plantes, le fonctionnement, mais de façon extrêmement ludique. Les dessins sont drôles, mais par contre, c'est rigoureux au niveau scientifique, et ça, je trouve que c'est très important. La vulgarisation, c'est une chose, mais la rigueur, c'en est une autre, il faut que ça aille avec. Donc, et merci. Ok. Bon, bonjour à toutes et tous. Voilà, donc Alban, Sandrine. En fait, on n'est pas des conférenciers professionnels déjà, donc on va avoir quelques petites hésitations, forcément. C'est pas notre métier. Ça l'arsène un tout petit peu. Hop, voilà, c'est bien. Hop, pardon. Donc le contexte, vous le voyez ici à l'image, c'est une maison qu'on achète, c'est un chalet en bois, quasiment au milieu de la forêt, dans un endroit qui était pas du tout cultivé, avec, vous voyez, des prés, des pâtures et beaucoup de forêts, assez diversifiées quand même, des forêts, certaines cultivées et d'autres plutôt sauvages. Donc on a investi cet espace il y a maintenant 15-17 ans presque, depuis 2006-2007. Et donc on s'est retrouvé à être vraiment à défricher en fait, à partir de rien. On est tous les deux des urbains assez occupés. Sandrine écrit, moi je fais des images, je suis chef opérateur et je travaille pour des sociétés audiovisuelles et pour la télé. Donc on a des semaines et des fois même des week-ends qui sont un peu de travail, et puis des périodes où on travaille un peu moins. Donc on a une façon de jardiner forcément au départ qui n'est pas, je dirais, standard, où on y est un peu tous les jours, où voilà, c'est assez régulier. On peut faire des semis par exemple, parce qu'il faut être un peu dessus. Nous les semis on a un peu oublié, parce que une fois sur deux ils avaient fondu quand on revenait, c'était compliqué. Donc on s'est adapté forcément à ce milieu-là déjà dans un premier temps. On l'a découvert, on a regardé surtout, on a beaucoup lu aussi. Moi j'avais une expérience de jardin enfant. Sandrine avait une expérience botanique, une passion pour la botanique, donc on a mélangé ces deux passions-là. Et puis quand on est arrivé là-bas, on a regardé un peu ce qui poussait. Donc voilà, on avait de la prairie comme ça, de la forêt. Et puis on a commencé à faire pousser nous un peu des choses, en se rendant compte de l'acidité du terrain, par exemple. On est en pré forestier, donc il y a des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire. Le terrain est très acide, on est à 800 mètres d'altitude, avec un ruisseau qui coule à côté de la maison, donc des nuits froides, fraîches, pardon, de la pente,
oui, alors ça, on y reviendra après. La pente, effectivement, nous a obligés aussi à faire un peu des terrasses, à faire des bacs, à cultiver aussi, pour ce qui est du potager, à cultiver très serré, très dense, sur des petites parcelles, parce que cultiver dans la pente, c'est plus compliqué. Et puis surtout, d'abord, dans un premier temps, bien regarder ce qu'il y avait, quoi. Et donc, la première idée, c'était de faire les choses assez simplement, parce que, n'ayant pas trop le temps et ne travaillant, effectivement, ne jardinant que le week-end, pour la plupart du temps, on a cherché aussi des solutions pour que les plantes, elles se débrouillent un peu toutes seules, quoi. Il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut pas faire pousser chez nous. Là, voilà, on a fait une croix. Et puis le reste, ça se débrouille un peu tout seul. On l'aide, bien sûr, en paillant, en nourrissant la terre au fur et à mesure. On va y revenir. Mais la première chose, surtout, qu'on a fait, c'était de simplifier la vie. Et puis Sandrine a fait aussi quand même une petite formation en permaculture. Alors, beaucoup de gens parlent de la permaculture, maintenant c'est devenu un mot à la mode, sauf que nous, on l'avait déjà un peu dans notre tête, c'est-à-dire que pour nous, la permaculture, c'est aussi travailler avec les autres, avant tout, c'est un environnement, c'est pas faire des buts, hein. C'est surtout travailler avec son environnement, ses voisins, échanger des choses avec les paysans du coin, et donc nous, on a effectivement eu la chance aussi d'avoir... Voilà, notre charmant voisin Marcel, qui est né là, qui a fait du jardin toute sa vie. Et bien sûr, c'est avec des gens comme lui et d'autres qu'on peut aussi avancer quand on démarre dans un endroit comme ça. On est dans un hameau, il y a une quinzaine de maisons. En bas, on est à 4 km d'un village. Si on met pas les mains dedans et qu'on n'est pas un peu solidaires les uns des autres, ça marche pas trop bien, quoi. Donc la permaculture, c'est aussi ça, quoi. Donc nous, on peut dire de la permaculture. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée aussi de se retrouver dans des endroits avec un certain savoir autour de nous. Après, on s'est rendu compte aussi que... Tu veux ajouter? Je t'en prie, Sandrine. Moi, je m'occupe des parenthèses. Alban fait le principal et moi, je m'occupe des parenthèses. En fait, quand on a commencé, on a pris plein de bouquins, puis on est tombé sur des bouquins de jardin. Vous savez, alors ça se fait un peu moins maintenant, mais en tout cas à l'époque, il y avait quasiment que ça. Des bouquins de jardin qui commençaient par vous expliquer l'intégralité des calamités que vous alliez recevoir dans votre jardin. Donc les prédateurs, les maladies, les catastrophes diverses et variées, etc. Et donc on avait une vision de ce que devait être quelqu'un qui jardine comme une personne déjà présente tous les jours et qui devait se battre contre à peu près la terre entière pour pouvoir espérer obtenir la moindre carotte. C'était un peu comme ça les bouquins de jardin à l'époque, hein, quand même. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut quand même vous vendre des outils, des produits de traitement, etc. Hein. Donc voilà, on ne va pas vous dire que ça peut aussi pas trop mal se passer quand on en fait moins, voire quand on n'en fait presque pas. Quand on travaille très peu au jardin. Et donc en fait, nous, il a bien fallu qu'on essaie des techniques qui nous permettent d'en faire le moins possible, parce que sinon on n'était pas là. Donc de toute façon, on ne pouvait pas traiter à temps, on ne pouvait pas tailler à temps, on ne pouvait pas arroser à temps, donc il fallait que le jardin se débrouille un peu tout seul. Et pour ça, en fait, l'enseignante numéro 1, c'est la nature, hein. Puisqu'on sait que une forêt, elle peut pousser sans être jardinée. On n'a pas besoin d'être là tous les jours pour que la forêt pousse, pour que les prairies fleurissent. Donc on s'est déjà tout simplement inspiré de ce qui se passait autour de nous, et notamment tout simplement les autres composantes de cet écosystème, dont notamment les insectes. Donc voilà, faire travailler les autres, c'était notamment ça, quoi. On s'est bien sûr inspiré de beaucoup de gens, hein, différents. On a essayé différentes techniques, etc. Et puis, on était aussi parti du principe de ne jamais mettre de chimie. C'était pour nous important. On est dans un environnement où il n'y en a pas du tout. Donc on n'allait pas en mettre nous, on n'allait pas en amener. Donc l'idée c'était aussi de comprendre comment fonctionnaient ce qu'on appelle entre guillemets les ravageurs, les auxiliaires et les insectes qui nous entourent. Donc il y a effectivement, il y a des pucerons, il y a tout un tas de choses, hein. Il y a des dorifores. Et là par exemple la grande sauterelle verte
que vous voyez là, cette sauterelle verte, elle adore les larves de doryphore, par exemple. Donc, il s'est retrouvé que nous, on n'a jamais eu de doryphore, et que notre voisin Marcel, qui sulfate comme il faut, il est blindé de doryphore. Donc, on l'invite rarement, quand il y a dans ces périodes-là, pour qu'il ne nous en ramène pas dans ses chaussures. Mais voilà, nous, on a des sauterelles vertes pour les doryphores, et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Voilà, donc les autres, c'est plein d'autres, hein, et bien sûr, les coccinelles, les pucerons. On a laissé pousser un certain nombre d'arbres, notamment les sureaux, parce que les sureaux, c'est les premiers arbres qui chopent les pucerons. Donc une fois que les pucerons sont sur les sureaux, les coccinelles, elles arrivent, hein, parce qu'elles aiment bien les pucerons. Et du coup, on a un peu moins de pucerons quand même sur nos légumes, sur les autres arbres. Bon, ça mange des limaces, c'est pareil. Les carabes, c'est des prédateurs qui mangent des limaces, des escargots. Notre ami le crapaud, qui lui aussi mange tout un tas. Et puis, bon, voilà. Comme dirait le voisin Marcel, les chevaux c'est bien parce que ça vous entretient le terrain, puis ça vous le fume en même temps. Voilà. Donc on est là-dedans aussi, bien évidemment avec un voisin paysan, on a aussi accès à tout un tas de matériaux de base comme un fumier organique. Il se trouve que nous, comme on est dans un système qui est préforestier, donc on n'est pas dans de l'agroforesterie, mais on s'en rapproche parce que la forêt est vraiment très présente. Dans notre potager, il y a des arbres qui poussent, donc on les enlève régulièrement. Et la fumure, ce sol acide, il faut l'inverser un peu, il faut lui ramener de l'organique et donc du fumier de vache. Et voilà, notre voisin nous fait ce cadeau régulièrement, voilà, de quelques bennes de fumier. J'en adore. Et puis là, ça c'est une chose. Une fois qu'on a un peu analysé où on se retrouve, etc., ce qui peut pousser là, faut travailler le terrain. Donc le terrain, nous, on a décidé aussi de ne pas se ruiner le dos, hein, parce que apparemment, il faut le bêcher, il faut travailler le sol. Bon, alors au début, on l'a un peu fait pour enlever les cailloux, parce que dans le Pilat où on est, c'est une région de moyenne montagne, il y a énormément de cailloux à fleurs. Il y a 10-15 cm ou 20 cm de terre et très rapidement il y a des cailloux, donc il a fallu quand même qu'on en enlève. Mais en grande majorité, on a fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'on a fait des carrés, on a mis du carton, et puis donc du carton fin de l'été, ou quand on a, peu importe. Et puis à un moment donné, tout ce qui est en dessous, ça va pourrir, les vers de terre vont remonter, et puis quand on enlève le carton, en dessous ça devient beaucoup plus meuble, et là on peut déjà commencer à travailler. Et ça, avant de bêcher, on fait ça. Ça a été la première chose. C'est vraiment beaucoup plus facile après d'aller fouiller le sol pour en enlever, en extraire les pierres. On garde l'humidité, etc. Donc ça a été nos premières phases. Pardon ? Vas-y, alors une petite parenthèse. Alors pour ceux qui trouvent que le carton dans un jardin c'est moche, il suffit de rajouter par-dessus de la tonte d'herbe, des herbes arrachées, des choses comme ça, ou de la paille, ce que vous avez sous la main. Le principe quand même étant, et ça c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, c'est qu'en fait on utilise ce qu'on a sous la main. Donc on en parlera après, mais on a plusieurs techniques qui nous permettent. Moi, je fais souvent un petit jeu en me disant je vais trouver ce dont j'ai besoin à moins de 50 pas. Bon, ça marche à tous les coups. C'est-à-dire qu'on va toujours trouver une pierre, on va toujours trouver un tas d'herbes, on va toujours trouver une branche, on va toujours trouver un bout d'herbe qui va nous servir de lien. En fait, on a quasiment tout sous la main. Et économiser son effort, c'est aussi économiser les déplacements vers le compost, depuis le compost, tous ces déplacements qu'on peut faire dans un jardin. Quand on les simplifie en utilisant sur place les différents matériaux, ça va quand même beaucoup mieux. On économise du temps et de l'énergie. Et donc voilà, sur les cartons, on peut tout à fait les recouvrir. Si on trouve ça moche, on peut les dissimuler. Alors les cartons, c'est pour l'exemple, mais on peut le faire avec, bien sûr, des vieux journaux un peu épais. On peut. Et ça, en une année déjà, vous avez une terre en dessous qui est facilement travaillable, quoi.
Donc après, ben, évidemment, il a fallu construire un peu des bacs, hein, des petites terrasses. C'est pas très grand, hein, mais en fait, le fait de faire dense comme ça nous a permis d'avoir quelque chose d'assez productif. Et puis surtout, en fait, de démarrer petit. C'est-à-dire que beaucoup de gens ils s'imaginent que voilà, il faut faire des mètres carrés, des mètres carrés, des mètres carrés. Nous, on a démarré par 5 mètres carrés, puis après on en a fait 10, puis après on en a fait 20, puis après 30, 50, 60, 100, etc. Tous les ans, on en rajoutait. Et on a fait effectivement que des petites parcelles à chaque fois de 4-5 mètres carrés. Et en fait, en faisant un petit peu tourner les cultures dans ces différentes parcelles et en mélangeant un petit peu les différents légumes, les fleurs et certains arbustes, on s'est rendu compte aussi que finalement les prédateurs, ils venaient pas beaucoup. Enfin, alors il y a des choses comme les choux par exemple où on a vraiment eu des invasions de punaises ou des choses où on n'a pas réussi à contrecarrer les prédateurs, mais sur beaucoup d'autres choses, en fait, les uns protègent les autres. Hein. La diversité, on se rend compte que ça marche, quoi. Alors que quand, effectivement, mon voisin qui fait des patates sur un champ qui fait la taille de cette pièce, lui, dès qu'il a des ravageurs, c'est parti, ça ravage tout, quoi. Nous, jusqu'à présent, ça fait maintenant, on a plus de 10 ans d'expérience sur le potager, même presque 15. On se rend compte que ça fonctionne, la diversité, le fait de laisser venir tout ce qui est fourmis, tout ce qui est insectes qui se mélangent, ça fonctionne. Donc effectivement, la densité, déjà c'est un gain de place, c'est un gain de déplacement, on a un terrain qui n'est pas facile, donc on est un peu obligé de faire tout serrer, mais en même temps ça fonctionne bien, y compris, nous on désherbe peu, enfin on essaye, et en fait, on s'est rendu compte qu'avec les temps de sécheresse qu'on a à l'heure actuelle, on a eu quand même 4 étés de sécheresse assez fortes. Et même nous, à 800 mètres, là, on avait quand même des après-midi qui étaient avec des soleils très très durs, qui cuisaient vraiment les plantes. Et le fait de laisser de l'herbe pousser et de ne pas nettoyer comme ça les rangs, là, déjà, ça gardait de l'humidité en fait au pied des plantes. On a eu moins de problèmes effectivement, de problèmes de sécheresse que nos voisins qui, eux, raclaient entre leurs rangs. Faut que ça soit propre. Bon, c'est une autre façon. Hein. Après, c'est pas une critique. Hein. Les gens font des jardins comme ça en ligne et grattent. Il faut que ça soit propre. Et ça se respecte. Mais nous, c'est le bordel. Et en fait, on s'en est mieux sortis. Donc, ça les a un petit peu interpellés. Pour la petite anecdote aussi, on a même réussi à faire pousser, pour l'instant il est assez grand, il a une bonne centaine de fruits, on a fait pousser un abricotier, et dans notre coin ils n'en ont jamais fait pousser d'abricotier. Sauf qu'en le faisant pousser côté nord par exemple, il gèle plus tardivement, enfin il supporte les gelées tardives, les fleurs elles passent gentiment les moments un peu difficiles. Les écarts de température sont moins forts pour lui et résultat, il fait des fruits là à 800 mètres et les voisins là, ils nous regardent différemment maintenant. Au début, ils nous prenaient pour des allumés de la ville, mais maintenant ils commencent à se dire ils ont réfléchi. Il y a des trucs qui marchent. Ouais, vas-y. Ça, j'imagine que vous savez ce que c'est là. Vous avez un certain nombre de gens, je suppose, qui font du potager. Donc, tout simplement, c'est des salades qui finissent par monter à un moment donné. Donc, elles vont faire des fleurs, elles vont faire des graines. Et ça, c'est d'une variété qu'on avait récupérée chez un vieux monsieur qui se ressème aujourd'hui partout. Donc, au lieu de s'embêter à faire pousser des salades, de les acheter, de les mettre en ligne, tout ce qu'il y a à faire avec une salade, en fait, on s'embête pas, on les laisse se germer, se ressemer à peu près n'importe où. Et ça nous fait des salades toute l'année sans avoir à se préoccuper de les faire pousser. Donc ça fait partie aussi des... c'est assez intéressant quand on fait ça parce que on se rend compte que des choses se naturalisent par elles-mêmes. Et si on avait arraché la salade montée, on n'aurait pas pu s'en rendre compte. Donc c'est intéressant aussi de laisser un peu de bazar comme ça. Alors, c'est la salade Tolo.
Mais en fait, non, je ne la connais pas, la variété. En fait, c'était un monsieur chez qui on était allé pour parler de jardin un jour. Et puis, il avait un très joli jardin et il avait une variété de salade. On parlait de ça, il nous disait, mais cette salade, elle est magnifique, elle est assez magique parce qu'elle se ressème toute seule. Ah bon? Et il nous en a donné. Et à l'heure actuelle, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. En fait, cette salade, elle s'est ressemée partout, y compris dans les allées. Alors des fois, il y a un petit mesclin comme ça qui va sortir. Ça ressemble à une romaine, je sais pas. Oui, je pense que c'est une romaine rouge en fait, Ouais, parce que donc le feuillage, enfin, visiblement c'est une romaine rouge. Donc et certaines salades comme ça apparemment ont cette capacité de se ressemer un peu partout. On a aussi de la laitue sauvage chez nous, donc voilà, peut-être que c'est aussi un terrain qui leur est favorable. Mais la laitue sauvage d'ailleurs ça se mange aussi, on peut les consommer, c'est un peu amer, moi j'aime bien, mais voilà, il y a aussi ces ressources-là, mais on en parlera après. Voilà, donc oui, pour revenir sur le potager, le potager dense, effectivement, nous a permis de faire pousser un certain nombre de choses. Alors, nous, on est parti aussi du principe que, déjà, on n'est pas une famille nombreuse, on n'a pas besoin de faire un potager pour 10 personnes. On est deux, on a des amis qui passent de temps en temps, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir une production non plus régulière et conséquente. Et puis nos voisins font ça très bien. Les carottes, ils font ça super bien. Moi, les carottes, j'ai horreur de ça, parce que quand il faut aller chercher les petites plantes, là, il faut les éclaircir, c'est l'enfer, on enlève tout, enfin, bref. Non, j'ai un peu autre chose à faire que de faire des carottes. Donc voilà, on fait une bonne variété de tomates qu'on aime bien, une bonne variété de patates qu'on aime bien. On choisit des choses, de la rhubarbe, des choses comme ça. Et voilà, on cultive pas tout. Et puis on laisse aussi un peu le jardin des fois se débrouiller tout seul. C'est-à-dire que comme pour la salade qui se ressème un peu toute seule, il y a d'autres choses, des fois, qui se déplacent comme ça. On a aussi des choses qui sont un peu perpétuelles, comme certains oignons. Et du coup, ça se remet aussi, ça se déplace aussi un peu tout seul. Notamment le réfort aussi, c'était un peu baladé. Les patates, des fois, quand on le finisse dans le compost, elles repoussent. Et puis on n'a pas tout bien enlevé, donc il y en a qui repoussent. Bon, on les laisse. Ce qui fait que c'est un peu fouillis des fois, mais bon, encore une fois, ça fonctionne. Les plantes entre elles, elles ont l'air de bien s'entendre. Et quand on les sépare trop, elles ont un peu du mal. Donc voilà, ça donne des choses comme ça. Bien sûr, c'est aussi complètement mélangé avec de la plante, d'ornement, des fleurs sauvages. Voilà, on laisse venir aussi pas mal de choses. Dès qu'on travaille la terre, en plus, il y a des plantes sauvages qui s'y mettent, notamment les molènes, par exemple, pour ceux qui connaissent ce genre de plantes. Et tout ça, c'est pareil, on laisse des fois, quand il y a une molène qui est à une jolie place, on voit les feuilles en bas, on se dit, oh, elle va être énorme, on la laisse partir, on la laisse faire. Les chardons, c'est pareil, on a des chardons, des grands chardons pédanes là, qui font 2,50 m de haut. Quand on en voit 2-3 qui sont bien placés, c'est pareil, on les laisse. Parce que voilà, tous les ans, le jardin, en fait, il change de tête à peu près. Parce que il y a une infrastructure qui est en place, mais les plantations, elles changent. Tous les ans, c'est différent. On se retrouve parfois à désherber nos mauvaises herbes, quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'herbes spontanées qu'on aime bien et qu'on va désherber parce on va enlever les envahisseurs qui sont autour. Et en sachant qu'il ne faut pas oublier que les plantes, elles sont là aussi pour réparer le terrain. Donc, si vous avez telle ou telle plante vraiment en surnombre, c'est que ça raconte des choses sur votre terrain. Le plantain est caractéristique des sols tassés. Le liseron est caractéristique des sols tassés et piétinés quand ils sont bien humides. Il y a des choses comme ça. Donc, l'intérêt aussi de ces plantes comme les chardons, etc., c'est qu'elles vont vous décompacter le terrain en profondeur, puisque c'est des grosses racines, ce qu'on appelle souvent les racines pivotantes, comme des carottes. Et ces racines-là vont décompacter le terrain en profondeur, en sachant que c'est des plantes qui, au bout de 2 ans, sont mortes. Les chardons, ça dure 2 ans, c'est des bisannuels. Et donc, ça peut toujours valoir le coup de laisser ce type de plantes, d'une part pour indiquer l'état de votre terrain, ce sont des plantes bioindicatrices, pour abriter les prédateurs de nos prédateurs. Donc elles sont quand même très très efficaces pour abriter les insectes les insectes utiles. J'aime pas trop cette expression parce qu'il faudrait qu'il y ait des insectes inutiles, mais enfin bon, peu importe, les insectes utiles, les auxiliaires
Et donc elles sont, et puis pour la petite faune aussi, celle qui n'est pas utile, mais qui est utile à la nature. Et donc ces plantes sauvages sont quand même très très importantes. Là on en a une bonne série, d'ailleurs toutes les fleurs roses sont extrêmement mellifères, c'est des épatoires chanvrines. On en a quelques-unes comme ça, des spontanées qui sont... on a évidemment des ronces qu'on peut laisser parce qu'elles produisent des mûres, donc on peut ne pas forcément tout arracher, mais aussi laisser pousser pour avoir des fleurs et des fruits. Donc voilà un joli fouillis. Alors des fois c'est pas toujours facile à photographier parce que c'est un peu le Bronx. Bon alors donc voilà, on a des productions diverses et variées. On a quand même fait des carottes, voilà, mais comme c'était voilà, mais on en avait fait de différentes tailles, différentes sortes pour essayer. Alors l'entretien. Parce que bon, il y a un moment donné, c'est vrai qu'on plante des choses, mais il faut quand même qu'elles se débrouillent aussi quand on n'est pas là. Donc, on utilise une technique assez simple, qui est voilà ce fameux 3 en 1. Alors, on peut aussi bien sûr l'agrémenter de paille si on n'a pas assez de foin. En fait, il se trouve que on désherbe, voilà, on plante et on paille autour, voilà, avec le foin. Alors on a un peu de prairie, et au départ, moi je fais juste des chemins comme ça avec une débroussailleuse autour du potager, etc. Et je laisse la prairie pousser. Au fur et à mesure, cette prairie, je vais la faucher en partie, et ce foin-là, je vais l'utiliser en paillage vert. Il va sécher, etc. Et petit à petit, je recommence, etc. Ce qui fait que notre sol, enfin le sol des bacs où on plante, le sol du potager, est toujours en fait recouvert et entretenu régulièrement avec de l'herbe fraîche, enfin avec du foin, et ça se passe très bien. J'ai plus besoin de bêcher, en fait, je retourne jamais mon sol. Éventuellement, je l'aère un peu si on a eu des cultures qui ont un peu compacté, mais voilà, il n'y a plus besoin de. On n'a pas bêché depuis. Ça fait 15 ans que j'ai pas mis un coup de bêche, quoi. Je dirais que c'est une technique que tout le monde connaît. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de le faire, mais en fait, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus rien à faire. À part mettre un bout de tuyau micro-poreux une fois par semaine, ouvrir le robinet pour arroser. Voilà, le reste, ça marche tout seul, quoi. Et en plus, alors une chose intéressante aussi avec ce paillage-là, c'est que quand il est frais et que vous plantez des jeunes, par exemple des aubergines ou des courgettes, pardon, en fait, ces herbes fraîches qui sont mortes, en fait, elles attirent les limaces. Les limaces s'en nourrissent et en règle générale, elles vont pas manger vos plants. Si vous faites, vous voyez, comme sur la photo d'à côté, après, là, là, on va laisser, en fait, il y a un peu de broyat, vous voyez, au milieu, il y a un petit peu de broyat, là, il y a un peu de feuilles mortes. Ça aussi, c'est un substrat super. On a la forêt à côté. Moi, je mets un big bag dans le coffre et je vais ramasser un big bag de feuilles mortes dans la forêt. Et c'est génial, ça vous fait un paillage magnifique. Moi, on a fait des patates une année dans 20 cm, 30 cm de feuilles. On les avait juste recouvertes un peu de terre. On les a laissées germer et au fur et à mesure, j'ai remis des feuilles. Alors oui, j'en ai 2 fois comme la table, je peux le faire parce que c'est pas très grand. C'est sûr que sur un champ, on fait pas ça, évidemment. Mais on n'en fait pas un champ. Donc sur une petite surface comme ça, dans 20-30 cm de feuilles, les patates, on allait les chercher à la main, elles étaient magnifiques. Pas de maladie, rien. Donc ça, c'est typiquement un truc alors vous voyez, on avait utilisé au début de l'anti-limace, les petits carrés verts, là, bleu-vert, et en fait, on en a utilisé 1 fois ou 2, et puis on a complètement arrêté parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas plus efficace quand on en mettait que quand on n'en mettait pas, et que, comme on disait, on laisse maintenant, on les nourrit, les limaces, on met des herbes fraîchement arrachées autour des plants qu'on veut protéger, ça marche au moins aussi bien que les produits, voire mieux. Donc, voilà, mieux, on nourrit nos limaces, ça fait rire tout le monde, mais n'empêche que on arrive à maintenir des choses pas forcément simples comme les ostas, qui se font quand même dégommer à chaque fois qu'elles poussent, ou les jeunes plants de courgettes. Donc voilà, le temps que les plants démarrent, les limaces sont nourries, tout le monde est content et ça pousse.
Et alors, comme nous avons la chance d'habiter aussi près d'une forêt, nous avons des limaces tigres qui mangent les autres. Donc il y a battle, hein. Les limaces, il y a battle chez les limaces. Ça va très vite, ouais, faut être. Donc voilà, donc évidemment microporeux, vous voyez ce tuyau noir là, bon là on a essayé plusieurs systèmes. Le microporeux, je trouve que c'est pas le meilleur. Le problème c'est que c'est assez fragile en fait, il faut tout enlever à l'automne et tout, et c'est un peu pénible parce que ça se casse, ça se bouche, enfin, bon, c'est pas terrible. Les tuyaux avec des points tous les 30 cm, des points d'arrosage tous les 30 cm, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus solide. C'est beaucoup plus régulier aussi. Enfin, voilà. Bon. Mais c'est des systèmes comme ça qui font effectivement qu'on peut intervenir qu'une fois par semaine, quoi. Voilà l'exemple des patates dans de la feuille morte. Et puis c'est plutôt joli aussi. Et puis bien évidemment, bon, le potager c'est une toute petite partie en fait hein, de ce jardin. C'est plus pour se faire plaisir effectivement gustativement, mais pour les yeux, ben, on est plus sur du jardin d'agrément où on admire des fleurs de cognacier, on a des choses, voilà, on se fait plaisir. Alors là par exemple, on a un sol qui est assez lourd, là où on est, donc pour faire pousser différentes plantes, en règle générale, et les sols sont aussi différents. Donc, dans le potager, on a différents types de sols qu'on a un peu travaillés au fur et à mesure. On a des sols plus ou moins riches qu'on a fabriqués à force de les nourrir, de les amender. Mais Sandrine, elle collectionne les plantes, elle. Donc c'est un peu plus compliqué parce que quand on est collectionneuse botanique, ben, on aime beaucoup de choses. Donc on doit avoir à peu près entre 300 et 400 plantes plantées dans le jardin. Enfin, entre les sauvages et celles qu'on a ramenées. Donc un de nos fournisseurs est là, Olivier Cazeneuve. Hein, voilà, on le salue, je ne sais pas s'il est là. Mais voilà. Donc on achète beaucoup de plantes et puis surtout de climats différents et de sols différents. Donc on fait des sols différents. On fait des tas secs, par exemple. On fait des endroits où on va faire un tas de cailloux et dessus on va remettre de la pouzzolane. Vous voyez, ce qui est en bas à droite, c'est de la pouzzolane. C'est une pierre. C'est volcanique, non? La pouzzolane, c'est volcanique. Et c'est une pierre très sèche qui garde quand même un petit peu l'humidité, mais qui permet effectivement à des plantes de sud. Voilà. Donc chez nous, on fait pousser des plantes de sud. On a réussi pendant des années à acclimater aussi une gunera. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Le gunera, c'est une plante tropicale. Donc on est dans le Pilat quand même. Hein. Pilat, il fait moins 10, moins 15. Et la gunera, qui est une plante tropicale, Gilles Clément en avait fait pousser dans la Creuse, ça fait 4 mètres de haut pour les grands spécimens. Bon, nous, elle a fait 2 mètres, mais voilà, c'est une espèce d'énorme rhubarbe avec des pointes sur les tiges. C'est une plante assez extraordinaire. Donc voilà, donc nous on est on a aussi la joie d'avoir un bout de terrain avec un bout de ruisseau et de la forêt. Et donc, ne rien faire, c'est bien aussi parce que là, par exemple, on entretient juste les fougères. On a décidé qu'on faisait une belle collection de fougères parce que voilà, ça nous plaît esthétiquement. Et donc, on fait rien. On nettoie juste. Voilà. On laisse par exemple les petites fraises des bois, voilà, ce genre de choses, et c'est pareil. Le paillage se fait tout seul aussi sur des plantations, tu veux? Ça, c'est une sauge qui, c'est tout simple, hein, c'est qu'en hiver, en automne, les feuilles tombent, et puis le vent d'hiver pousse les feuilles dans le premier bosquet qui vient. Là, en l'occurrence, c'est une sauge qu'on n'a pas eu besoin de pailler, puisque les feuilles mortes se sont accumulées au pied de cette sauge officinale. Donc, voilà, en fait, souvent, il y a plein de choses. Je veux que tu reviennes en arrière. Je reviens sur. Hop. Donc voilà, là par exemple ce coin-là, alors on a de la chance d'avoir un ruisseau, tout le monde n'a pas de ruisseau, mais il n'y a rien qui est fait en dehors de enlever un peu les branches du bas, ça permet de dégager le tronc de ces bouleaux et c'est assez joli, et parfois ça suffit largement, quoi. C'est-à-dire que vous avez une scène qui est assez naturelle, qui est naturelle, qui évidemment, c'est des plantes qui se sont installées toutes seules, donc on n'a évidemment pas besoin de les cultiver, et le décor est quand même plutôt sympa. Donc parfois on essaie tout simplement de ne pas intervenir.
Voilà. Et avant d'intervenir, de se dire, mais finalement, cette fougère, pourquoi je m'embêtais à l'arracher? Elle est jolie, quoi. Elle est jolie, elle pousse toute seule. Il y a des choses où, moi, le nombre de fois où je désherbe et où j'arrache un truc, où je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce que je me suis embêté à arracher ce machin, qui est plutôt pas mal, qui fait des fleurs. Bon, oui, c'est pas la plante de collection, mais et en fait, ça me permet du coup de garder du temps pour effectivement cette la naturalisation de plantes qui sont parfois un petit peu plus difficiles à conserver, mais ça c'est mon délire de botaniste amatrice qui dépasse un peu la question du jardin de week-end. Mais en tout cas, parfois il suffit juste de regarder ce que la nature nous offre et puis de se rendre compte que des plantes spontanées peuvent être nettement plus belles parce qu'elles sont en forme que certaines plantes horticoles qui sont malades la moitié du temps, parce qu'il y a aussi des choses fragiles dans le commerce. Et je pense notamment à un auteur que j'aime bien, que certains et certaines peut-être connaissent, qui s'appelle Éric Lenoir, qui a écrit le petit traité du jardin punk, où effectivement il est beaucoup sur le sauvage, sur la friche, etc. Où finalement, une friche, par exemple, les trucs qu'on n'aime pas, c'est la ronce, ce qu'on appelle la friche armée, c'est-à-dire une accumulation d'épineux qui va préparer la forêt. Dedans, vous avez la ronce. La ronce, c'est quand même la mûre, c'est bon. Voilà, ça fait des fleurs sympas pour les abeilles. Dans la friche armée, vous avez des aubépines, ça fait des tisanes, ça fait des petits fruits, ça nourrit les oiseaux. Les fleurs sont magnifiques. Vous avez du rosier sauvage, pareil, c'est joli. Les fleurs sont sympas, ça nourrit les abeilles. Les fruits sont décoratifs et condimentaires, enfin alimentaires. Donc, il y a parfois, on se dit, mais finalement, avoir passé beaucoup d'énergie à détruire tout ça pour mettre à peu près la même chose derrière, à quoi ça sert, quoi? C'est-à-dire, enlever un rosier sauvage pour mettre un rosier cultivé, d'accord, mais il faut vraiment qu'il y ait un intérêt particulier dans le rosier cultivé, quoi. Juste pour revenir un petit peu sur, pour aller avec le ne rien faire, il y a aussi une notion qui nous a paru intéressante, c'est de laisser aussi un peu tranquille. C'est-à-dire que le potager, par exemple, qui est un endroit vraiment où là on va cultiver des choses, contrairement au jardin d'ornement où une fois que les choses sont en place, si elles s'y plaisent, voilà, elles deviennent plus grandes et puis c'est plutôt le terrain qui devient trop petit. Le potager, lui, il a une taille. On ne va pas l'agrandir, par contre on va faire tourner dedans et comme on a fait suffisamment de bacs, une année sur 3 par exemple, il y a des endroits où on cultive rien. On laisse faire, on laisse tranquille, on laisse pousser n'importe quoi, ça se composte tout de suite, à l'automne, à la fin de l'été, dès que ça commence un peu à s'écrouler, on rase un peu tout, mais on laisse tout sur place. À la limite, on remet des cartons dessus ou on remet du foin dessus et on laisse faire. On peut laisser une année comme ça tranquille. Et l'année suivante, ça sera une terre qui sera vraiment magnifique, quoi, et qui sera assez riche pour cultiver. Donc ça fait partie aussi quand même du ne rien faire. Alors, bien sûr. Ça, c'est facile une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, c'est sûr. Mais encore une fois, au départ, on est parti de 5 mètres carrés. Donc, voilà, puis petit à petit. Parce que sinon c'est plus un plaisir. Enfin, il faut aussi que ça soit enrichissant, que ça soit plaisant. Et puis, on passe aussi beaucoup de temps aussi à regarder les choses. Voilà, ça fait partie du. Voilà, le jardin, c'est aussi ça, quoi. Sinon, c'est une corvée. Sinon, c'est une corvée et bon, voilà, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Sandrine? Je vais mettre celle-là. Oui, celle-là, elle claque. Celle-là, elle fait mal aux yeux aussi. Tout le monde est comme ça. Non, on va mettre celle-là, elle est plus reposante. Oui, alors en fait, le plus compliqué chez nous, c'était effectivement le terrain. C'est-à-dire que la difficulté, c'est ce terrain en pente avec des pierres. Voilà, par exemple. Alors, on s'est adapté. Du coup, on s'est jamais posé la question de labourer, puisque de toute façon, on ne pouvait pas. Avec le terrain qu'on a, c'est très compliqué. Et tant mieux. Du coup, on a cherché d'autres solutions qui nous permettent de ne pas avoir à labourer. Mais c'est vrai que l'effort principal qu'on a fait, c'était pour au départ pour faire ses bacs, etc. Parce que là, de toute façon, on n'avait pas le choix. Et à partir du moment où on a quand même une pente conséquente, on a été obligé de faire ce type de terrasse-là. On fait ça, oui. Si c'est ça que je veux faire. Bon. Hop, je voulais repasser un peu les images.
Bah, c'est vrai qu'on voit avant-après, là, du coup. C'est ça qui est pas mal. Hein. Ouais. Donc, Mais encore une fois, je reviens là-dessus, mais une des premières choses à faire, effectivement, c'est de savoir. c'est d'avoir un fourgon tout pourri. Il est magnifique, il est magnifique. Ça s'appelle une bétaillère. Hein. Là-dedans, on met 2 chevaux comtois. Ah, ah, passe par les petits chemins. Oui, mais bon, voilà, la réalité, ouais, c'est des gens comme ça qui nous ont appris aussi, voilà, c'est des gens comme Marcel qui nous ont appris, et bien évidemment, à comprendre où on était. Hein. Ça fait partie, je dirais, des premiers éléments quand on arrive quelque part, quoi. Et quelques années plus tard, il m'a dit, mais vous, ce qui nous a plu, c'est que vous n'avez pas mis une barrière tout de suite devant chez vous, là. Donc voilà, bref. Et je voulais juste rajouter qu'effectivement, ouais, vous voyez, en termes de surface, je sais pas, il y a pas 100 mètres carrés de potager. Et on a fait des années avec trop de tomates, on a fait des années avec trop de patates, on a fait des années, enfin voilà, quand ça veut donner, sans y être effectivement tous les jours. Parce que grosso modo, même si vous aimez bien les courgettes, un pied de courgette en forme, ça suffit par personne hein, quand même, parce qu'on a aussi tendance à beaucoup trop cultiver. Alors à moins que vous ayez une passion des conserves, mais parce que derrière, le problème c'est qu'il faut en faire quelque chose. Alors évidemment, on peut faire du troc, etc. Hein, mais nous, on s'est aussi limité en nombre de pieds, parce que oui, 3-4 pieds de courgettes, ça suffit, hein, franchement, et vous en faites des ratatouilles avec. Hein. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que souvent les jardins sont trop grands, le nombre de fois où vous êtes retrouvé avec des cartons et des cartons et des cartons de légumes et de fruits dont on ne sait plus trop quoi faire, parce que c'est, bon, voilà, ou des courgettes qui deviennent trop grosses, parce qu'on n'arrive pas à avoir une consommation suffisante. On est parti une semaine, et puis quand on revient, c'est énorme. Il y a un truc qui fonctionne aussi assez bien pour les gens comme nous, ou comme vous peut-être, qui sont pas là tout le temps, c'est aussi de les décaler, ces cultures. Tu prends l'exemple des courgettes, effectivement, si vous plantez vos 4 plants de courgettes en même temps, bah, vous aurez les fruits en même temps. Donc nous, on décale. On fait une première plantation, puis un mois après, 15 jours après, ou 3 semaines, on va faire une deuxième plantation, etc. Ce qui permet effectivement de ne pas se retrouver avec 20 kilos de courgettes d'un coup. Voilà. Après, alors ça c'est notre point de vue, effectivement, à cet endroit-là, sous ce climat. C'est vrai que nous, par exemple, les tomates, c'est un peu technique parce que alors tout ne pousse pas déjà. Et puis la fenêtre de beau temps, elle est assez courte. Hein. Moi, les tomates, je les ai toujours pas mis. Je les ai toujours pas mises. Hein. Je vais les mettre d'ici une quinzaine de jours. Je pourrais les mettre là, je pourrais commencer à les mettre, mais bon, on a autre chose à faire, donc voilà, on mettra plus tard. C'est-à-dire que vaut mieux les mettre. Des fois, on s'est rendu compte qu'en mettant même les légumes un peu plus tard, ils végètent pas. Alors que si on les met trop tôt, souvent, bah, ça se passe pas bien. Donc voilà, c'est une petite chose. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter, Sandrine? Tu voulais rajouter quelque chose? Bon, si vous avez des questions. Ouais. Qui va se lancer pour la première question? Ah, madame. Je sais pas. Une question. Oui, on élève des sauterelles. Non, je ne sais pas, madame. Non, c'est le problème des dorifores. Je ne saurais pas vous dire parce que, pardon. En fait, je pense vraiment que c'est un problème de surface et de monoculture. Moi, les gens que je vois autour de nous à Pélussin, qui ont des grands jardins, ils font des je vous dis, moi, mon voisin, c'est la taille de cette pièce, et encore, ça c'est une variété de tomates, il en a de patates, il en a plusieurs. C'est vraiment des gens qui sont en polyculture, hein, ils font de l'élevage, ils ont des jardins depuis qu'ils sont nés, etc. Mais sur ces grandes surfaces-là, ils ont toujours des dorifores.
Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais bon, en tout cas, ils ont toujours des doryphores. Et c'est une calamité, qui nous dit. Bon, ben voilà. Nous, on n'en a pas. Et on en a eu un une fois, je l'ai vu, je lui ai tordu le cou, et les autres ne sont pas venus. Donc je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire comment. En fait, il se trouve qu'un jour, on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte, la photo que vous avez vue de la sauterelle, en fait, c'est une photo qu'on a faite dans notre jardin. On avait des grosses sauterelles vertes, et on se demandait vraiment, et elles étaient dans les patates. Alors autour, effectivement, c'est de la prairie, il y a beaucoup d'insectes, nous. Et cette diversité-là, je pense qu'elle fait aussi une barrière, elle crée une barrière, des bagarres entre effectivement ces différents insectes, et il y en a qui bouffent les autres, quoi. Et quand on a un champ de patates qui est 2 fois grand comme ça, des sauterelles, il n'y en a pas, c'est sûr. Donc les doryphores, ils sont là, ils sont bien contents, ils sont tout seuls. En plus, c'est bien propre, bien raclé par terre entre les rangs, parce que c'est ça aussi. Il n'y a pas d'herbe qui pousse, il n'y a rien, ça attire rien d'autre. Donc ils sont tout seuls, ils mangent tout. Ah, la sauterelle verte, ouais, elle adore les bébés doryphores. C'est bien tendre et moelleux. Non, c'est... Alors, il se trouve qu'on a un ami qui est Hugues Mouret, Arthropologia, qui est un entomologiste assez connu et qui nous explique aussi pas mal de choses sur les insectes. C'est là qu'on a appris que la grande sauterelle verte, il fallait l'élever. Donc, voilà. Si vous en voyez, vous les ramenez chez vous. Juste en lien avec ce que vous disiez Bonjour. à propos des doryphores, bonjour, pardon. Moi, j'utilise des graines de lin que je sème en même temps que mes pommes de terre, au milieu de mes pommes de terre, et ça fonctionne bien. Des graines de lin qui sont dans la terre, du coup, que vous mettez dans la terre, ou ouais, c'est ça? Oui, je sème comme ça en vrac. Ok. Et, à quelle proportion à peu près en quantité sur un, je sais pas. Parce que c'est ça qui est important aussi. Il faut noter un peu ce qu'on fait des fois. C'est sur une planche de 5 mètres carrés, je dois mettre une poignée. Ouais, d'accord, c'est peu de choses. Et ça, ouais. D'accord, c'est un répulsif en fait. Oui, c'est un répulsif. Ouais, okay, et depuis que j'utilise ça, je n'ai plus du tout de doryphores alors que mes voisins en ont. Donc, mais je fonctionne aussi comme vous, donc. Oui, voilà. Les voisins, ils doivent un peu faire la gueule. Ils veulent pas du lin, ils aiment pas ça, ils sont allergiques. Ouais. Après, il y a des pratiques, effectivement, les gens, ils changeront pas. Moi, j'ai essayé effectivement de leur dire, mais arrêtez de racler la terre, arrêtez, laissez pousser. Non, c'est ça là. Donc bon, voilà, je préfère sulfater. Après, sur des grandes cultures, pailler, c'est compliqué. Non. Ouais. Peut-être. Manger, oui, penser. D'autres questions? Parle dans ton micro. Ah tiens. Tiens, je te prête le mien. Ah oui, alors, ça, on n'a pas abordé. Hop, si j'ai réussi, j'embarque le truc, là. Regarde. Hop. Et il y a un truc dont qu'on n'a pas abordé, c'est que moi, j'ai commencé aussi à pas mal cultiver de plantes de jardin d'agrément qui se mangent. Les hémérocales, ça pousse très bien, c'est entièrement comestible, donc à la fois les fleurs et les jeunes pousses. On a pas mal de plantes en fait, alors il faut faire évidemment attention, etc. Faut pas manger n'importe quoi, mais on a pas mal de plantes du jardin d'agrément qui sont parfaitement comestibles en fait. Alors évidemment toutes les plantes aromatiques qui sont jolies aussi. Vous avez des romarins à fleurs mauves, vous avez quand même pas mal de déclinaisons comme ça de plantes un peu sympas. Et puis dans les comestibles, il y en a plein, y compris dans les plantes d'ailleurs. Dans ce qu'on appelle les mauvaises herbes, la lampsane qui pousse quand même beaucoup dans les potagers est comestible. Qu'est-ce qu'on mange aussi? L'oseille, évidemment, avec du poisson. On mange un peu de berce. Enfin, on en mange quand même pas mal aussi des spontanés. Donc ça, c'est toujours ça de moins à cultiver. Évidemment, toutes les salades sauvages, y compris les feuilles des arbres. Les tilleuls, les jeunes pousses de tilleuls, elles sont très très bonnes en salade. Enfin, les jeunes feuilles.
Et puis dans les plantes du jardin d'agrément, effectivement, on en a quelques-unes qui sont assez sympas en fait à consommer. Donc voilà. Le dahlia est comestible. Hein. De toute façon, il avait été introduit au départ pour ses tubercules. Hein. Le dahlia, au départ, on pensait que c'était une plante qu'on allait introduire dans les potagers pour les manger. Et puis on a trouvé que les fleurs étaient plutôt sympas. Donc elles sont parties côté, les dahlias sont parties côté bouquet, mais en fait le tubercule est comestible. Dans le genre comestible et puis qu'on a du mal après à éradiquer, c'est le topinambour par exemple. C'est rigolo le topinambour. Ça fait des très belles fleurs, ça fait des très belles plantes, mais une fois qu'on en a mis, pour pour plus en avoir, c'est compliqué. Il revient toujours. Voilà, d'autres questions ? Donc, moi, je vais vous poser une question. Vous êtes du côté Pilat, c'est un coin que je connais bien. Vous êtes du côté où Bessa, en hauteur, ou de l'autre côté, en fait, vous penchez sur la Loire ou... On penche sur le Rhône. On est, en fait, on est au-dessus de Pélussin. Je connais bien, ouais. Voilà, Pélussin, La fête de la pomme. Voilà, fête de la pomme. Capitale mondiale de la pomme. Pardon. Marqué sur la pancarte, hein. Moi j'ai rien inventé. Donc Pélussin, ouais, parc du Pilat, donc PNR. On est exposé est, sud-est. On vise le Vercors, nous. On est sur cette partie-là. Donc on est assez protégé des vents froids. Enfin, ils passent un peu au-dessus de nous. Par contre, on a les vents de sud qui nous ramènent la pluie et qui peuvent être assez violents pour les végétaux. Hein. Enfin, ça retourne un peu tout. C'est les vents. Mais sinon, voilà, on a un climat assez contrasté. Parce que aussi on a de l'humidité liée à ce ruisseau qui pousse, qui coule sur le terrain, et les nuits sont fraîches. Donc ça limite quand même pas mal de plantes qui supportent mal le frais ou les écarts importants de température. Donc on est plutôt sur des choses assez rustiques quand même en termes de plantation. Hein. Mais du coup, moins de neige que de l'autre côté, quoi. Que le versant du Pilat où il... De la quoi ? De la neige. Ah, vous connaissez pas? De la neige, on en avait. Ouais. Non, je dis, Parce que de l'autre côté, il y en a beaucoup sur. Ouais, mais il y en a de moins en moins quand même. Hein. Moi, rien qu'ici, en 15 ans, moi je suis originaire de Lorraine, du côté de Nancy, de la Meuse aussi, Bar-le-Duc. Oui, quand on était gamin, il y avait de la neige. Ouais. Maintenant, il y a de la neige, il n'y en a plus. Il faut arrêter, faut pas se voiler la face. Oui. Quand je suis arrivé à Pélussin, quand on est arrivé à Pélussin, il y a quoi ? Il y a 15 ans, 17 ans, il y avait des congères encore. Des fois, pour rentrer à la maison, c'était compliqué. Maintenant, c'est fini la neige. La neige, on en a un peu en novembre, qui est bien lourde. Il y a encore la feuille, donc ça casse tout, c'est super. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Et puis, on en a un petit peu, même là, janvier, février, on n'en a pas eu. Hein. Non. Et puis, pas d'eau, hein. Enfin, pas de neige, pas d'eau non plus. Hein. Enfin, les pluies, là, effectivement, depuis quelques temps, il pleut pas mal. Mais avant, on a eu quand même quasiment 2 mois de sécheresse. Enfin, nous, on a déjà, pourtant, le Pilat, c'est forêt, etc. Ça ramène un peu d'eau. On a des voisins qui ont des problèmes de source. Ça commence. Ouais, l'année dernière, c'était juste. Hein. Même là, cette année, au mois de mars, c'était petit. Donc oui, ça ne se recharge pas de toute façon. C'est un problème qu'on voit venir depuis des années. Et voilà, c'est une réalité. Hein. Y compris dans des endroits où il y a vraiment beaucoup d'eau d'abus. Même en Creuse, des fois, ils ont des endroits où ils ont été obligés d'amener de l'eau dans les villages, de remplir les châteaux d'eau avec des citernes. Enfin, voilà, en Creuse. Normalement, il y a de l'eau. Donc, oui, non, ça, c'est un souci qui nous pend au nez dans les années qui viennent. Ouais. Oui. Mais bon, c'est une autre. J'ai une petite question. Oui. Vous avez dit que les plantes réparaient le sol, donc moi j'ai beaucoup de serpolets, donc qu'est-ce que ça veut dire? Terrain sec. Alors après, moi, je ne suis pas une spécialiste des plantes bioindicatrices. Il y a le bouquin de Gérard Dussert qui est formidable.
Il y en a une série de 3. Hein. Les 2 premiers sont bien, le 3e est peut-être pas forcément indispensable, c'est des bouquins un peu chers. Donc je dis ça parce que c'est quand même un investissement. Le Serpollet, de mémoire, c'est des sols un peu écorchés. Il n'y a pas grand-chose dessous. Hein. Il n'y a pas beaucoup en tout cas, il y a peu d'humus, a priori, beaucoup de cailloux et des sols assez pauvres. Hein. Par contre, le Serpollet, voilà, c'est génial parce que au lieu de s'embêter à faire pousser du thym, nous, on a un peu de mal à le maintenir le thym. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être le sol ne convient pas. Voilà, il y a du Serpollet plein de jardins à des endroits. À quoi bon s'embêter à faire pousser du thym à un moment donné? Non, mais bon. Donc, il y a ça aussi. Et c'est vrai qu'il y a des choses où on a renoncé et c'est très bien comme ça, en fait. On a plein de... Donc le Serpollet, il est là toute l'année. Il ne demande absolument aucun entretien et il suffit largement pour notre consommation, quoi. En fait, pour finir un peu, pourquoi on en arrive là? Pourquoi on fait un jardin un jour? Pourquoi on a envie de retourner à des choses comme ça? En fait, simplement, ça fait du bien, quoi. Enfin, je sais pas, c'est uniquement... nous, on cultive pas pour nous nourrir exclusivement. On cultive pour manger des bonnes choses, oui. Pour savoir ce qu'on mange, voilà. On cultive aussi pour que ça soit beau. Enfin, on aime les belles fleurs, voilà. Et ce qui nous motive le plus, en fait, c'est de faire ça, mais pas que ce soit une contrainte, pas que ce soit quelque chose de rébarbatif, voilà. Quand on n'en a pas envie, on le fait pas. Point barre. Et la nature, elle se débrouille toute seule. Hein, elle fait plein de choses bien, en fait. Donc, du coup, il y a juste à tracer un peu des chemins des fois pour passer, mais c'est tout. Et puis, je crois que personnellement, moi, ce qui me motive aussi dans ça, c'est quelque part demain de laisser quelque chose à mes enfants, quoi. Simplement d'avoir un endroit qui a été un peu avec une belle collection de plantes, avec un bel endroit qui a été un peu légèrement travaillé et puis qui peut donner envie, quoi, qui fait du bien aux yeux et à l'esprit. Et puis ça maintient en forme aussi. Ça va. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc on a monté vos livres là. Donc il y a les BD et il y a les autres livres que vous aviez amenés. Voilà.